Alors, dans cette vidéo, on va voir comment modéliser de façon simplifiée une épidémie. Pour ça, on va devoir écrire quelques formules pour calculer l'évolution de la population dans le temps. Ici, j'ai commencé par le taux de reproduction du virus, c'est-à-dire combien de personnes une personne infectée va pouvoir contaminer. En général, on l'appelle R. Dans ce modèle, il est constant comme on peut le voir. Il est toujours égal à la première valeur, donc on va parler de R0. Cela dépend grossièrement de la probabilité de transmettre le virus fois le nombre de jours pendant lequel on est malade, fois le nombre de personnes que l'on va rencontrer. Par exemple, ici, si on est malade 5 jours et qu'on rencontre 20 personnes avec une probabilité de transmission de 0,03, on contaminera environ 3 personnes, et donc 0,6 par jour en moyenne. C'est le R sur J. C'est assez simplifié car on n'est pas contagieux de la même façon pendant les 5 jours. Ici, on a la proportion de personnes nouvellement infectées. Ça correspond à la proportion de personnes infectées dans la population, multipliée par la capacité d'infection journalière, donc R sur J. On va pouvoir calculer l'évolution journalière de la population saine. Ici, j'ai mis 60 millions d'habitants, ce qui est environ la population française. Donc chaque jour, on va retirer la quantité de personnes nouvellement infectées. Cette colonne représente la proportion de personnes infectables, c'est-à-dire le nombre de personnes saines sur la population totale. Maintenant, on va modéliser l'évolution des personnes infectées. Alors chaque jour s'ajoute la quantité de personnes infectées fois la capacité d'infection des personnes saines, donc I fois R sur J fois S sur P, et on retire la proportion journalière de personnes qui guérissent, ainsi que la proportion journalière de personnes qui décèdent. En effet, celles-ci ne devraient plus pouvoir transmettre le virus. La proportion journalière de personnes guéries correspond au pourcentage journalier de personnes infectées qui guérissent, et ce pourcentage est déterminé par la proportion totale de personnes infectées qui vont guérir sur la durée de leur maladie. C'est le même principe pour la mortalité journalière. Ici, j'ai pris 2% de mortalité en tout, donc 98% de guérison. Dans ces trois colonnes, j'ai mis l'augmentation journalière de nouveaux cas, et ici le cumul des guéris et le cumul des morts. L'augmentation journalière du nombre de cas permet de calculer le rapport d'augmentation journalier qu'on va comparer avec les données réelles tout à l'heure. Enfin, à tout moment, la population totale doit être égale à la somme des personnes saines, infectées, guéries et mortes. Et la population vivante est égale à la population totale moins les morts. Donc l'ordinateur calcule tout ça pour une durée que l'on veut, et on va représenter l'évolution de l'épidémie graphiquement. En bleu, on a les personnes saines, en rouge, les personnes infectées, en jaune, les guéris, en vert, les morts, et en marron, la population vivante. On peut voir qu'avec un R0 de 3, dans ces conditions, on va atteindre un peu plus d'1 million de morts. Et plus de 90% des personnes ont été infectées. Donc c'est quand même beaucoup. C'est pas totalement réaliste pour plusieurs raisons. Par exemple, on voit qu'on atteint un pic à presque 20 millions de malades à un moment. Cela va totalement déborder le système hospitalier et donc probablement fortement augmenter le nombre de morts. Ensuite, R n'est pas du tout égal dans le temps. Il évolue. On voit sur les données françaises en rouge que le taux de croissance journalier du nombre de cas fluctue beaucoup et semble diminuer si on fait une régression linéaire, alors que dans notre modèle en bleu, il est presque constant au début. Si on fait la moyenne des données sur les 47 premiers jours, pour les 20 et pour les 10 derniers jours, on voit effectivement qu'il diminue. Il passe de 1,3 à 1,13 puis 1,08. Donc plusieurs facteurs pourraient expliquer cette diminution du taux de croissance journalier des nouveaux cas. Ça peut être dû à la diminution des contacts, à la réduction du temps où on est contagieux suite à la prise d'un traitement ou à la diminution de la transmission des virus grâce à des mesures barrières comme le lavage des mains ou les masques. Mais aussi à des facteurs qu'on n'a pas représentés ici, comme la répartition non homogène de la population ou des probabilités de contact. Donc, tous ces facteurs affectent le taux de reproduction. Si on diminue un peu le nombre de contacts, par exemple en passant de 20 à 5, R descend en dessous de 1, ce qui signifie qu'à partir de ce moment-là, l'épidémie va diminuer. Si R est égal à 1, par exemple avec une probabilité de 0,01 et 20 contacts par exemple, alors l'épidémie est stable, chaque personne infectée affecte une nouvelle personne. Et si R est supérieur à 1, par exemple avec 0,15 et 20, alors la croissance exponentielle aura lieu. Avec R égale 1,5, elle aura lieu sur une durée plus longue et sera moins importante qu'avec R égale 3. Donc on aura par exemple 700 000 morts au lieu de 1,1 million. Ce qu'il faut retenir, c'est que R n'est pas constant en fonction du temps, il varie. Et pour prédire la durée et la taille d'une épidémie, il faut donc trouver l'équation de R de t. Si on regarde les données françaises issues de la page Wikipédia,
On peut voir une croissance qui semble exponentielle au début, bien qu'en réalité elle s'aplatisse rapidement comme on l'a vu, avec un R de t qui diminue, et la descente n'est pas symétrique mais ressemble plutôt à un long plateau descendant. Il est très difficile de prédire exactement l'évolution de la fin de la courbe, car beaucoup de choses peuvent faire varier R de t dans les prochaines semaines. Pour plus de détails, je vous ai mis deux liens dans la description.